Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais ce que Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour continuer la série des bilans d'intersaison. Et aujourd'hui, on va parler des New Orleans Saints. Pour ça, on n'est pas 3 comme d'habitude, mais on est 4. Et déjà, je suis accompagné par Anto. Salut Anto, comment tu vas ? Salut l'équipe, écoute, ça va Alex, un peu chaud. Pas facile en ce moment en France, la canicule, tout ça, mais on tient, on va parler des Saints. Alors je pense que ça va nous faire plus de sueur qu'autre chose, mais on est motivé, écoute. Quand tu regardes l'effectif, ça donne des sueurs froides, ça va vous rafraîchir. Donc, Ah, on a des très belles escouades, je sais pas de quoi tu parles vraiment. Écoute, avec nous en tout cas, on est accompagné par deux représentants du French Quarter Podcast de Saints France. Alors déjà, salut John qui est déjà venu l'année dernière. Salut John, comment tu vas ? Salut, ça va très bien. Content d'être de retour avec la même team d'ailleurs. Vous étiez tous les deux l'année dernière sur C'est l'épisode, possible. si je dis pas de bêtises. J'étais sur tous, donc je pense qu'Anto voilà. était là. Et Anto était là, ouais. Donc on reprend les mêmes et on recommence. Ou presque, parce que cette fois on est avec Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas ? Salut Alex, salut Anto. Eh bien, écoute, très content d'être avec vous, très content de pouvoir parler un peu des Saints pendant cette période un peu creuse où on en oublierait presque un peu vite que c'est long. Mais comme ça nous permet de se remettre un peu dans le bain et de pouvoir un peu discuter, disséquer cette intersaison qui va être grandiose, pour préparer une saison qui va être grandiose. Je le sens. Je sens bien. Aucun doute. Du coup, vous êtes un peu présentés, mais vous êtes les représentants des Saints France sur Twitter, le French Quarter Podcast. Est-ce que l'un de vous deux veut en parler du podcast ? Et en tout cas, les liens seront en description pour vous retrouver. Allez Bébert, vas-y, je l'ai fait. Je laisse le chef en parler. Eh bien, écoute, déjà, on va passer aussi le bonjour à Elio et à Alexis qui sont pas là et qui nous accompagnent sur cette aventure du Saints France, plus depuis 2 années et bientôt pour une 3e saison du French Quarter Podcast. Et écoute, on vit d'une passion, on est animé d'une passion des Saints et on essaye de transmettre un peu cette passion. Et voilà, on essaye d'être sérieux sans être trop sérieux, et parce qu'on reste des petits Frenchies qui regardent un sport de très loin. Mais ça nous anime quand même chaque saison, chaque dimanche soir, et ça nous anime parfois un peu trop quand il y a beaucoup trop de défaites qui s'accumulent. La passion des Saints et de Bob Means aussi. Bob Means, c'est plutôt mon compère John. Je sais pas pourquoi il y a une hype sur celui-là, mais non, je suis pas hypé. C'est Elio qui avait la haine contre Bob Means. Je me souviens de ça, oui. Je me souviens d'avoir écouté un épisode où il avait complètement crashed out, on va dire, sur le pic Bob Means. Et ça m'avait fait bien rire. En tout cas, on peut vous retrouver du coup @SaintsFrance sur Twitter et Fresh Quarter Podcast sur toutes les plateformes d'écoute. C'est ça. Merci de faire exactement la pub que je n'ai pas faite. Et donc, c'est l'habitude maintenant, tu vois. Et on est aussi sur Instagram avec le nom Saints en France. Non, je sais. Non, oui, c'est non, ça. non, ça c'est le. France. Non, ça c'est le compte officiel de la franchise. Officiel. Avec qui on est en litige. Sur Insta, je sais plus, on n'a plus le même nom. Ah non, on a juste le nom du podcast. Excuse-moi. C'est ça. J'ai réussi à me planter, putain. Et pour dire que je ne pilote pas ce compte-là, Insta, c'est John. Et donc, on essaye d'être quand même sur toutes les plateformes, d'être actif et d'être régulier. Voilà, ça nous prend du temps, mais on le fait quand même. Et j'espère que ça plaît aussi à tous ceux qui aiment nous suivre. C'est sûr. Et comment ? Bon, nous, par contre, le front office partout, si vous voulez nous suivre, comme ça, il n'y a pas de doute, c'est l'avantage. C'est le front office partout, vous pouvez nous retrouver avec tous les liens en description également. Si vous avez envie de suivre Bertrand et John personnellement, il y aura les liens aussi en description si vous avez envie de suivre leurs avis personnels sur les Saints et j'imagine sur plein d'autres choses. Vous pourrez voir ça. Et rejoignez-nous sur le Discord. Je sais que John, tu y es et tu fais beaucoup de promos des épisodes sur le Discord, ça fait très plaisir. Bertrand, on t'attend. Et j'ai déjà du mal à gérer l'entièreté des notifications et j'ai un petit problème ça me stresse au bout d'un moment, donc c'est vrai que pour l'instant j'ai un peu réduit la quantité de canaux, sinon ça
Tu fais Ça bien. m'étouffe. Ça fait peur. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez envie aussi de suivre l'actualité Oui, juste c'est ça. des Saints par-ci par-là, que vous n'êtes pas trop sur Twitter, venez sur le Discord. Et John, je sais que relaie tous les épisodes sur le petit canal Saints. Donc vous pouvez Mm. parler des Saints aussi de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'il nous en parle souvent du Discord et j'avoue, je n'ai pas encore passé le pas. Ça arrivera. Un Ça jour arrivera viendra. un jour, c'est certain. L'avantage, c'est que tu n'as rien à faire sur le Discord. Parce que c'est vrai, le Discord, quand tu y vas et que tu dois le créer, ça fait flipper. Nous, quand on l'a créé, on était terrifiés. Heureusement qu'on en avait un qui connaissait bien. Mais quand tu es là et que tu es un peu en pilote et ah tiens, ça me tag, on parle de moi, bon, j'y vais et ça passe. Ah ouais, il vit bien le Discord, hein, franchement. Ouais, il vit très nickel, bien. hein. Ah Parfois ouais. un peu trop bien pour que j'arrive tout à suivre, mais non, c'est C'est- cool. Il y a trop de notifs, L'ambiance ça est parle dans chouette. tous les sens. Ça parle dans tous les sens, c'est incroyable. Chez Bah les là, LS, Anto, tu me le vends vachement moins bien maintenant. Si ça part dans tous les sens, ça va me faire flipper de venir. tu peux mettre des canaux en sourdine, tu vois, genre les Ouais. Oui. Falcons, les Bucks et les Panthers, par exemple. Tu peux Obligatoire. mettre Par exemple. un exemple quelconque. Bon, on va pouvoir aller tranquillement sur l'épisode. On fait en plusieurs parties. Le premier, on parle de la saison 2024. Ensuite, on va parler de la free agency, de la draft et voir si les besoins ont été comblés avant de regarder le planning. Et quel bilan ça peut faire, puisque c'est là toute la question des Saints. L'année dernière, vous avez fait un 5-12. On avait fait un power ranking en début de saison et on vous imaginait avec le pick numéro 14. Donc, sensiblement, au final, je crois qu'avec le pick 14, tu étais presque en 5-12 aussi. J'exagère un tout petit peu. Tu devais être en 7-10, donc c'était pas si loin. Vous avez eu le pick 9, vous avez fait 5-12. Anto, on va te laisser la main d'abord. Normalement, on donne la main aux membres neutres, mais aujourd'hui, je vais pas parler. Je vais vous laisser, parce que mes avis sur les Saints, heureusement qu'on est en caméra interposée, parce que sinon, voilà. Je suis sûr qu'on serait presque d'accord au final. Je pense. Il y a moyen. Les Saints, c'était cata quand même cette année, mais ça fait quand même 5-12, c'est-à-dire que c'est la cata sans être la cata, ce qui vous, du coup, à la draft, c'est la cata. Qu'est-ce que toi, Anto, t'as pensé de cette saison? Comment tu l'as vécu? Mal? Non, en vrai, pour être tout à fait honnête, et je pense que tu le rappelais bien dans le power ranking, Alex, je pense que c'était toi qui avais été j'allais dire le plus dur, mais finalement le plus réaliste sur le classement des Saints, au point où je crois qu'après la week 2, je commençais à me dire dans ma tête, il va manger son chapeau, il s'est complètement gouré sur nos Saints et tout. Et au final, voilà. Je les avais mis au pick 7. J'avais regardé et Trey les avait mis en pick 9. Donc en fait, on était tous les deux où on n'y croyait pas. Et toi, tu les avais mis au pick 19. Anto, toi, tu les voyais en playoff. Donc je crois que tu avais un peu trop d'amour dans les yeux. Ouais, mais comme dirait GG, je suis un romantique, c'est pour ça. Moi, je suis un rêveur. Donc c'est normal. Mais tu vois, je regardais encore tout à l'heure un petit peu le déroulé de la saison dernière et tout. Et en fait, j'ai l'impression, pour imaginer un peu, j'avais l'impression d'être invité à un concert, tu vois, des amis m'invitaient à un concert. En première partie, tu vois, tu avais The Offspring, donc tu es trop bien pendant les 2 premières semaines. C'est la joie, tu te dis, tu vas passer un bon moment, c'est trop cool et tout. Puis arrivé en 3e semaine, paf, tu te tapes quoi? Tu te tapes après, sur tout le reste du concert, tu te tapes Maître Gims. Donc tu as juste envie de te crever les oreilles, tu es dégoûté. Et elle est là, en fait, je pense, parce qu'il y a ce match aussi qui nous retient. Pour moi, il est là un petit peu, il est dès la week 3. Tu perds contre les Eagles, tu perds salement. C'est-à-dire que les deux premières semaines, t'es content, t'as l'impression que, je sais pas, il y a quelque chose, t'es libéré. Les gars, ils jouent à fond, ils tentent des trucs, ça passe, ils sont complètement, c'est complètement sous testostérone. Ils éclatent dans tous les sens et c'est incroyable, c'est beau, tu vois. Moi, j'étais heureux, quoi, ces 2 premières semaines. Et arrivé la 3e semaine, t'as l'impression, on retombe dans nos travers, on joue avec des cahiers de jeu, c'est bizarre, on tente plus, on joue petit. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est on commence à être touché par les blessures. Alors, c'est le cheval de bataille, c'est le fil rouge de chaque franchise de toute façon. Ça, on peut pas dire. On a été beaucoup touché par rapport à d'autres franchises, mais on n'est pas les seuls. Le problème, c'est que nous, derrière, on n'avait personne pour remplacer les numéros 1. C'est aussi ça, je pense. On avait peut-être la quantité, mais on n'avait pas la qualité pour faire un clin d'œil comme ça. En plus, à nos 2 amis, ça leur fera un petit lien avec Elio. Mais ce qui a été dit avec la Coupe Stanley Cup au hockey, c'est vrai que les Florida Panthers qui ont remporté là il y a quelques jours la Stanley Cup, ils avaient la quantité et la qualité, et c'est ce qui fait les grandes équipes. Et nous, il nous manquait la qualité clairement derrière. Voilà un petit peu le bilan. Et après, un reste de saison
Franchement, j'ai dégoûté. Tu te levais la nuit pour regarder et finalement, tu restais toujours sur ta faim. Les seules choses qui sont positives, c'est finalement un Denis Allen qui part. On le remercie quand même parce qu'il a quand même eu un impact pendant longtemps sur la franchise, surtout au niveau défensif. Il faut quand même le souligner. On ne peut pas lui cracher non plus dessus à 100%, mais clairement, il n'a pas les épaules pour être un head coach. C'est un métier tout à fait à part que défensif coordinateur. Et voilà, et j'espère que cette grosse baffe, cette première petite baffe va donner une grosse baffe cette saison pour qu'on puisse tourner la page et se relancer parce que j'ai l'impression qu'on vit sur les derniers hauts faits de notre franchise et des dernières grandes années. Et voilà, on est dans le ventre mou. Et quand tu es dans le ventre mou en NFL et dans les sports américains, c'est jamais bon en fait. Bertrand, je t'ai vu être content quand ça parlait du départ de Denis Allen. Ouais, c'était. Alors, je vais pas reparaphraser tout ce qu'a dit Anto parce que je pense qu'il a à peu près bien résumé la globalité de la saison et les points de bascule de la saison un peu dans les matchs où il y a eu cette série de 7 défaites d'affilée, malheureusement, à partir des Eagles où ça s'est grippé. On n'a pas compris entre l'euphorie des deux premières, l'explosion, le football champagne et cette apathie du jeu. Et oui, pour moi, s'il y avait un fait à retenir, ce serait Denis Allen. Et enfin, on tourne une page de l'ère, on va dire, Sean Payton, parce que faut pas se mentir, Denis Allen était sous l'ère Sean Payton et il était encore rattaché à Sean Payton, même s'il n'était plus là depuis 3 ans. Et on a clairement terminé ce chapitre-là avec la refonte du front office du coaching staff pendant l'intersaison. Et d'avoir complètement tourné cette ère. Et comme disait Anto, ouais, on a vécu un peu trop longtemps à essayer de faire vivre une vieille franchise. Enfin, pas une vieille franchise, mais on voulait faire croire qu'on pouvait y arriver avec encore 3 bouts de ficelle et 3 joueurs cadres. Et on s'est peut-être un peu voilé la face avec un QB qui était moyen. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on va en reparler du QB. Je pense. John. Écoutez, moi, cette saison, si je pars du principe qu'elle s'est arrêtée à la semaine 2, je l'ai très bien vécu. J'ai oublié tout le reste, vous voyez. Non, mais vous avez tout dit concrètement. Ça a été une saison compliquée. Je pense que sur le papier, on avait moyen, si tout cliquait et que tu n'avais pas de blessure, etc., oui, on aurait pu aller peut-être chercher la division et tutoyer les 9 voire 10 victoires, je dis bien si tout se passe bien, sans blessure, etc. Moi, je voyais plus en réalité du 7, 8 victoires. Je ne m'attendais pas à 5. Donc, il y a eu une belle claque. Ce n'est pas étonnant après quand on voit le travail fait par Denis Allen. Durant toute la saison, il y a eu pas mal d'infos qui sont sorties comme quoi il n'y avait pas vraiment de coaching staff. Les joueurs n'étaient pas coachés correctement. On voit d'ailleurs les retours qu'ont les joueurs sous le nouveau coaching staff où ils ont l'impression d'être utilisés au bon poste, de la bonne manière, etc. sur les premiers entraînements. Donc, ça en dit long. Ça a été une saison décevante. Et oui, on a changé quand même 3 fois de quarterback. Derek Carr, ça a été quelque chose entre les blessures et l'extra sportif qui laisse beaucoup à désirer sur sa non-présence en fait dans la ville, dans la communauté, tout ce que tu veux. Sur le terrain, 2 belles semaines et derrière plus grand-chose. Et l'expérience Spencer Rattler et Jack Henner, ça a été plus que compliqué. Donc saison en montagne russe. Il y a eu quand même un réveil avec la nomination de Darren Rizzi où les joueurs ont voulu montrer qu'il y avait encore un peu de volonté dans le vestiaire. Il y a cette victoire face aux Falcons quand Rizzi prend le poste qui fait toujours plaisir. J'ai envie de dire que la saison soit nulle mais qu'il y ait une victoire sur les Falcons, moi ça me va aussi. Très bien. Il y a une question qu'on pose à tous nos invités, et je ne sais pas si vous avez la réponse à ça, mais on demande un peu s'il y a un match qui représente votre saison. Et on en a eu pas mal, hein. On a eu des matchs, des fois des bons matchs, des matchs réussis, des matchs qui sont ratés, des matchs qui te montrent qu'il n'y a rien qui va. Est-ce que vous en avez un? Bertrand, je te laisse la main d'abord. Est-ce que tu as un match où tu te dis ça vraiment, c'est la saison des Saints? Ça démarre bien sur 10 minutes et après c'est n'importe quoi sur le reste ou pour d'autres raisons?
C'est une bonne question. Et moi, j'aime bien. Comme l'a dit Anto, et je vais revenir sur ce match de la semaine 3, où on était quand même dans une euphorie qui était telle qu'on s'était même déjà un peu emballé dans le podcast en disant « c'est bon, on sera en play-off ». Qu'est-ce qu'on peut regretter, c'est des phrases parfois. Mais si vous avez besoin de personnes qui font des hot takes, on a GG à vous proposer. Ok, c'est la grosse hot takes. On va pas balancer, mais c'était quelqu'un qui n'était pas présent. Et il s'appelle Alexis. Et donc, ce match. Quelqu'un qui n'est pas présent et c'est pas Elio. On dit rien. Hein. Voilà. Et ouais, ce match des Eagles où on était arrivé confiant, on se dit ah c'est bon, on va pouvoir les accrocher facile, on est quand même explosif, champagne, ils vont pas comprendre, etc. Et au final, ça a été un peu laborieux et donc voilà. Et l'autre match que j'aimerais garder, c'est le match contre les Giants, si je me trompe pas. Où on a la dernière action de Derek Carr sous nos couleurs, qui restera mythique, parce qu'il a voulu essayer de faire une Taysom Hill à sauter au-dessus d'un défenseur pour aller prendre le first down, mais il s'éclate la main gauche et l'épaule au sol, et de ce... Tu me dis, John, si je me trompe pas, c'était bien ce match contre les... Ouais, c'est contre les Giants. Contre les Giants, ouais. Il va chercher un first down. Ouais, il va chercher un first down en se pensant un peu héros, et de là... ça redéraille quoi, au niveau de la saison. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt un fait de jeu qui représente un peu notre saison clownesque. C'était votre dernière victoire en plus de la saison. C'est ça. John, est-ce que toi, t'en as un autre ? Non, moi c'est week 3 aussi, où je crois si mes souvenirs sont bons, on démarre bien le match, on avance bien sur le premier drive, et blessure d'Eric McCoy, qui est la pièce maîtresse de notre ligne offensive. Il est blessé derrière pour plusieurs semaines, il met du temps à revenir, et ça a été un peu l'enchaînement de blessures, de cascades. C'est là où tout a commencé à dérailler. Au final, le match, il y a peu d'écart au score, et on pense qu'on peut gagner à la dernière minute, et ça se passe très mal, et ça représente bien la saison, parce qu'au final, tu as eu plusieurs matchs où on n'est pas si éloigné au score. Ça peut se jouer à une possession, sauf que on n'a jamais réussi à aller chercher les victoires quand ça se jouait à une possession. On n'a pas réussi à faire basculer la balance du bon côté. Vous meniez quand même 3-0 au début du quatrième quart. Ouais. Ouh là là, pour au final perdre 15-12. Voilà. Bon, c'est la vie. Hein. Et c'était des Eagles poussifs en plus. Hein. C'était pas encore ceux qui allaient enchaîner, qui allaient devenir des machines jusqu'au Super Bowl. Hein. Donc c'était largement prenable normalement. Clairement. Du coup, match représentatif Eagles en semaine 3. On va noter ça. Et puis à la fin, on se fera une petite compilation de tous les matchs qui ont été mis. Spoiler, il n'y a pas beaucoup de matchs contre les Saints en général. Hein. Voilà, je dis ça comme ça. Hein. Peut-être que les Giants, ce sera ce match-là. On verra. J'ai du mal à y croire. Du coup, on va passer tranquillement vers l'intersaison, sauf si vous avez quelque chose que vous voulez rajouter sur la saison régulière. On n'a pas été bon. Très bien. Je pense que c'est un bon... ça résume bien. C'est un très bon résumé. Et du coup, comme vous n'avez pas été bon, il y a tout le coaching staff qui a changé. Vous avez récupéré Kellen Moore en head coach, donc l'ancien offensive coordinator des Eagles. Vous avez récupéré Doug Nussmeier en offensive coordinator et Brandon Staley, l'ancien notamment head coach des Chargers et je crois défensive coordinateur des Rams avant ça, qui arrive chez vous. Un coaching staff, en tout cas moi d'un point de vue extérieur, que je trouve plutôt pas mal après à voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez, John? Je te laisse la main. Écoute, assez content. Après, comme à Noël, hein, dès que tu as un nouveau jouet, tu es très content, et tu as hâte de l'essayer. Là, j'ai hâte de voir ce que Kellen Moore veut faire. En tout cas, ce qui est cool, c'est que tu as énormément de retours, que ce soit des joueurs, des insiders, etc., qui disent que la culture est en train de changer dans le vestiaire des Saints, notamment les vétérans. Beaucoup plus de communication, beaucoup plus de relais, les joueurs sont beaucoup plus écoutés. On sent qu'il y a un vrai management, en fait, ce qui n'était pas le cas avec Dennis Allen, où clairement le costume de head coach était taillé trop grand pour lui.
on a beaucoup craché sur Dennis Allen et je tiens quand même à souligner que ça a été un des meilleurs coordinateurs défensifs de la franchise et qui a permis ce beau run entre 2017 et 2020-2021. Si on tire vraiment loin, j'ai pas de doute qu'il va avoir du succès à Chicago. Mais non, il y a un vent d'air frais, donc c'est quand même cool. On ne sait pas trop à quoi s'attendre au niveau de l'attaque. Je pense que ça va être très moderne. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est très cérébral aussi, Kellen Moore, qui est un vrai passionné du jeu. Il y a beaucoup d'expérience au final dans le coaching staff, notamment du côté quarterback. Kellen Moore est un ancien QB, Nussmeier, ancien QB aussi NFL, qui a été QB titulaire chez les Saints. Et j'ai oublié le nom du QB coach, Scott Tolzien, je crois. Tolzien, exactement. Tolzien, voilà, qui a de l'expérience en tant que quarterback NFL aussi. Donc il y a quand même un côté un peu vétéran qu'on n'a pas du tout dans la room au final de quarterback, mais c'est un coaching staff qui me plaît. Pareil, en défense, on change de système complet. On va passer en 3-4. Des nouvelles pièces ont été ajoutées aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Concrètement, je pense pas qu'on ira chercher énormément de victoires cette année, mais s'il y a la manière et qu'on montre de la progression, je serai satisfait. La dernière fois qu'on est passé en 3-4, ça s'était pas bien passé. Merci Bertrand. C'était avec ce fameux règne. Comment il s'appelait ce head coach Rob Ryan, voilà. Et c'était en 2014 le frère de Rex. Où ça a été catastrophique, où on avait un Drew Brees au prime et une défense cata, et on enchaînait les 7-9 alors qu'on avait une équipe de rêve. Bref. Mais ensuite, sur le coaching, oui, comme voilà. J'attends de voir. J'avais un peu peur sur ce que représentait Kellen Moore. Je trouvais que d'un point de vue charisme, il n'avait pas le côté un peu au head coach des Lions, excuse-moi, notre ancien coach Dan Campbell, merci. Tous les neurones ne sont pas encore remis du week-end, excusez-moi. Et donc j'avais un peu ce côté Kellen Moore qui avait l'air un peu plus effacé, moins grande gueule, mais après avoir vu quelques vidéos, entendu des choses, vu vraiment des vidéos très courtes où il est avec son équipe dans les OTA, ça avait l'air de me rassurer un peu. J'ai vu, alors petite anecdote, j'avais regardé une vidéo d'un youtubeur rugby français qui a été aux États-Unis voir l'équipe de rugby de NOLA, qui est apparemment son père qui est head coach de rugby NOLA. Ils ont fait une petite comparaison entre les Saints et l'équipe de rugby de NOLA. Et à un moment, il raconte le fait que le head coach, ils n'ont pas pu tout filmer parce que le head coach avait enlevé toutes les anciennes affiches dans les couloirs des bureaux des Saints parce qu'il considérait que c'était trop tourné vers le passé et qu'il voulait mettre en avant des nouveaux joueurs. Donc c'était une petite pépite à trouver comme ça dans une vidéo. Et je me dis qu'en termes, ça illustre bien un peu le nouvel état d'esprit qu'il a, et je trouve ça intéressant au moins qu'il prennent vraiment à cœur les choses et pas que le côté sportif ou purement équipe, mais qu'il est là pour vraiment embrasser une nouvelle culture et un nouveau chapitre. Je crois que le youtubeur dont tu parles, ou en tout cas l'ancien pro de rugby, je crois que Doug le connaît dans le podcast parce qu'il nous avait parlé. Ouais, c'est ça. C'est un ami, un ancien collègue de rugby, je crois, de Doug. Ouais, c'est ça. Parce que Doug j'arrive pas à retrouver son nom depuis tout à l'heure et je voulais écouter quand même pour pas être à la ramasse, mais j'arrivais pas à retrouver. Mais voilà, c'était un peu sympa comme petite vidéo et de voir un peu les coulisses des bâtiments. Il s'appelle Godin. Donc le fils doit s'appeler pareil, j'imagine. C'est ça. Ok. Écoutez, je vous propose qu'on se dirige tranquillou vers la free agency. Avant ça, qu'est-ce que vous voyez comme, John peut-être ou Anto, un de vous deux, peut-être Anto d'abord, qu'est-ce que vous voyez comme besoin avant cette free agency et cette draft, en gros avant l'off-season? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a la retraite de Derek Carr, j'imagine qu'il faut un QB, mais après c'est en fonction de voir ce que vous pensez aussi par rapport à ce qu'est Spencer Rattler. Mais voilà, qu'est-ce qui était, Anto, selon toi, les besoins de cette équipe avant d'arriver en free agency au moins? Le problème, c'est, j'ai envie de te dire, et c'est pas trop se casser la tête, mais c'est un petit peu près tout.
Mais s'il y avait quand même quelques points à appuyer, ouais, le QB n'empêche, et même avec un Derek Carr encore à l'époque qui était encore là et qui était un peu le cul entre deux chaises, il fallait quand même du QB derrière lui. Les lignes offensives, défensives, parce qu'on s'est fait ouvrir dans tous les sens et ça, c'était pas possible. Et quand je parle de ça, je parle surtout de profondeur parce que le problème, c'est qu'on a des très bons joueurs au premier poste. Mais ça, le problème, c'est que s'ils partent en blessure pendant X semaines, après on se retrouve avec rien et du coup c'est ça le problème. Profondeur aussi au poste de receveur, de tight end, quelqu'un aussi peut-être pour épauler Alvin Kamara parce que quand même c'est notre pierre angulaire. J'ai l'impression c'est celui qui déçoit jamais, c'est celui qu'on utilise et qui est toujours à 100%, mais le problème c'est qu'il est un petit peu trop tout seul et au bout d'un moment, Alvin Kamara, au bout de la week 10, il commence à fatiguer, c'est normal, à être surutilisé. Surtout qu'on a Saint Taysom Hill, le plus beau et le plus grand pour moi, mais qui lui aussi fait son âge, a un jeu aussi très particulier, une utilisation très particulière qui fait que de toute façon, avec les blessures, c'est aussi compliqué de tenir avec lui sur toute une saison. Et puis côté défense, beaucoup dans le backfield défensif parce que n'empêche à la passe, la couverture du jeu de passe, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, ça me permet de souligner, je le rapporterai parce que Bertrand et John l'ont très bien fait sur le coaching staff. Moi, j'aime beaucoup l'arrivée de Terry Joseph, donc le defensive pass game coordinator, qui arrive de NCAA, qui était defensive pass coordinator des Texas Longhorns. Et on le sait, en NCAA, c'est quand même beaucoup plus tourné vers l'attaque. Et les Longhorns, la saison dernière, sont une des meilleures défenses de tout le pays, et notamment sur la couverture défensive. Donc je pense que c'est un vrai plus d'avoir ce mec-là avec nous qui va apporter aussi quelque chose de nouveau. Donc voilà à peu près les besoins et les trous. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter de votre côté, John, Bertrand? Après avoir dit tous les postes d'une équipe NFL en attaque et en défense, au final, il reste quoi? Allez, le long snapper, on l'a, c'est bon. Bravo, merci. Vous avez pas parlé de la ligne offensive qui était quand même un gros succès en début de saison l'année dernière. Ouais, Antoine est passé rapidement sur la ligne offensive. On a un Penning qui a du mal à montrer ses preuves et qui a été balancé de gauche à droite. Maintenant, on le remet en garde pour faire un peu sa deuxième chance. John l'avait mentionné, troisième jour, oui, on perd notre center qui est un peu la pierre angulaire de notre ligne et qui est un peu le meilleur. Et vu qu'on a zéro profondeur dans tous les postes dans notre équipe, on a fait avec des bouts de ficelle, des bouts de joueurs qui étaient soit sur des practice squads, soit en train de faire ce qu'on appelle les journeymen, où ils font la moitié des équipes et en fait ils font des piges à droite à gauche. Donc le seul qui a pu montrer vraiment sa saison rookie qui est incroyable, c'est Fuaga à gauche, qui a vraiment été très très bon. On va capitaliser, je pense, sur McCoy, Fuaga et notre Radguard César Ruiz, merci, toujours pas les neurones. Et de là, on espère quand même qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant cette année avec notre nouveau first pick et un Penning à gauche, quoi. Là, il y a l'investissement en termes de draft parce qu'on a 4 first round et 1 second. Bon, maintenant, il faut que ça clique. Mais oui, la ligne offensive a été très compliquée vu que... Non, mais c'était un beau succès en début de saison. En tout cas, quand ça fonctionnait, c'est que... Ah oui, pardon, oui. Sur les 2 premiers matchs, on s'est dit qu'il y avait une dynamique et que Kubiak, il avait réussi à mettre en place son jeu de course où on avait beaucoup de dynamique dans les courses des guards, etc. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre quel avait été le problème sur la suite pour pas réussir à développer encore ce jeu-là. Eh ben, je vous propose qu'on aille se diriger vers la free agency et voir ce que vous avez fait. Au 10 mars, donc avant le début de la free agency, vous aviez moins 8 millions de cap disponibles, ce qui était déjà, il y avait déjà eu beaucoup de travail de refait parce que je crois que vous avez marié à genre 70 ou 50 comme chaque année. 60, ouais, moins 60. Ouais, voilà. Donc, vous étiez à moins 8 seulement en début de la free agency, donc c'était bien. Et puis, comme chaque année, vous n'avez pas de budget et puis vous faites des recrues. Vous avez récupéré, je prends les 4 recrues les plus chères en moyenne annuelle. Vous avez récupéré Justin Reed, le safety, Brandon Cooks, le receveur, Isaac Yadom, le cornerback, et Dylan Raduns sur la ligne offensive, visiblement qui va jouer garde,
qui était ni tackle dans un de nos trucs, mais qui va sûrement jouer garde de ce que j'en vois. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé de cette free agency? Peut-être John, je peux te laisser commencer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement? Voilà, fais-toi plaisir sur peut-être un joueur ou deux, et ensuite on peut laisser la main à quelqu'un d'autre. Comment ne pas citer Justin Reid, qui est un des meilleurs safety de la ligue. Content de le voir revenir à la maison. Ça aussi, c'est peut-être mon côté un peu européen, mais on aime bien les joueurs de la maison. Et c'est un peu moins le cas chez nos amis américains, mais ça fait plaisir de voir quelqu'un de local jouer pour son équipe. Safety, c'était un gros besoin pour moi, parce qu'on a vu le déclin de Tyrann Mathieu l'année dernière. Où pour moi il a été fantomatique. Il a loupé beaucoup de tacles, beaucoup d'assignements. Il jouait aussi souvent proche de la ligne, ce qui pouvait être son point fort plus tôt dans sa carrière, mais maintenant qu'il a plus de jambes, ça a été quand même compliqué. Donc belle signature pour moi. C'est intéressant de voir que on arrive à signer quelques noms malgré tout, malgré la saison. Je pense que voir le renouveau aussi de l'équipe et du coaching staff a vachement aidé. Mais Justin Reid, très content. Après, le reste de la free agency, on fait avec les moyens du bord. Comme tu disais, on n'avait pas énormément de cap. Il y a eu cette retraite de Derek Carr qui a libéré miraculeusement encore plus de cap et qui nous sort, j'ai envie de dire, plus rapidement de l'embarras que prévu. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 30 millions, mais malgré tout, on aurait pu être plus dépensier. On ne l'a pas été parce que je pense qu'il y a cette volonté de reconstruire déjà en profondeur et de se laisser un peu plus de marge pour l'année prochaine. Donc, c'est pas flashy, mais c'est des choses assez, je pense, intelligentes en tout cas. On verra ce que ça donne. Mais il y a ce besoin de reconstruire en tout cas la profondeur de l'effectif. Et c'est un peu ce que le front office a l'air de montrer. C'est du moins ce qu'ils ont, la chose dans laquelle ils croient, c'est qu'on a des titulaires qui sont bons ou ok, corrects, et qui a manqué beaucoup de profondeur. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de refaire, en tout cas, entre la free agency et la draft. Bertrand, quelque chose à rajouter? Oui et non, mais c'est difficile de s'emballer quand même sur une free agency qui est plutôt modérée et au moins on n'a pas craqué sur des contrats de folie alors qu'on n'avait pas beaucoup de budget. Un point, moi, qui me reste toujours un petit peu déçu, où il y a un petit peu de déception, on va dire, c'est qu'on parle qu'on n'a pas de profondeur et que parfois il nous manque même des titulaires indiscutables. Et il y a un poste comme le poste de receveur où on n'a pas adressé grand-chose, à part Brandon Cooks, mais qui a 31 ans et qui a 12 commotions. Et il nous manque encore aussi bien en profondeur qu'en joueur titulaire dans cette receveur room, et ça nous manque un peu. Et c'est là où je trouve qu'on va encore pêcher parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui peuvent être prone injuries, comme on dit en anglais, et on pourrait encore se retrouver à être en galère de receveurs et avoir des receveurs potables. Donc je mettrai un peu le bémol là-dessus, mais ce que j'apprécie, c'est de ne pas avoir fait de folie, que ces 30 millions, si on arrive encore un peu les garder, on peut faire un peu de carry-over sur l'année prochaine, reprendre un peu le contrat de Derek Carr qui nous met 50 encore, je crois, l'année prochaine, un truc comme ça, dans les dents, et donc et se sortir de l'ornière peut-être plus rapidement que prévu sur la partie salary cap. J'ai l'impression que c'est maintenant là qu'il faut restructurer à zéro, en tout cas d'un point de vue extérieur, où tu te dis, bon, ils ont encore testé. Quand Derek Carr il arrive, je t'avoue que, vous, je pense que c'était pareil, mais moi, de loin, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent les Saints à payer Carr alors qu'il n'y a rien qui va à côté? C'était le moins pire QB dispo. Ouais, oui. C'est tout. C'est ça, hein, non, mais c'est totalement ça. Hein. Et pour moi, on a été les chercher. Enfin, Dennis Allen a été chercher son quarterback comme Sean Payton à l'époque a signé Drew Brees quand il a pris son poste. Et ouais. Je pense que c'est un peu le problème de Mickey Loomis. Enfin, problème oui et non, parce que c'est bien pour les coachs, mais il veut mettre ses coachs dans de bonnes conditions et il suit le plan que les coachs veulent mettre en place.
c'est quand même cool. Mais après, oui, effectivement, en signant Derek Carr, on restait dans ce milieu de tableau, ce moyen plus, avec une division en soi faible qu'on aurait pu aller chercher. Ça n'a pas marché, ça a été une cata, et voilà quoi. On Pour mange moi, le pain noir aujourd'hui. tu vois, moi, je suis en NBA, je suis fan des Bulls et je trouve que les Saints, c'est vraiment les Bulls de la NFL. Non, mais ça casse rien. Ça fait genre 7e pick tous les ans, mais t'as jamais le premier, t'es jamais en playoff réellement, ou alors une année par-ci par-là. Et t'as. Bon, surtout les Bulls, il n'y a pas longtemps, ça a pris des vieux joueurs et ça faisait rien. Mais ouais, j'espère en tout cas que vous allez réussir à casser un peu ça et redémarrer Bah, de plus belle. c'est un peu ce qui devrait se passer en tout cas avec les Cam Jordan, Tyrann Mathieu, Demario Davis. Normalement, c'est la dernière pour ces trois-là, à moins d'une grosse surprise. On sait qu'un Cam Jordan et Tyrann Mathieu ont vachement baissé leur salaire cette année pour revenir. Tyrann Mathieu, je crois qu'il gagne une misère 4 millions. vraiment. 4 Ouais, millions voilà. par an et Cameron Jordan, c'est 6 millions. Et sur les 4 millions, si je dis pas de bêtises, tout n'est pas garanti. Et Tout est garanti visiblement. Tout Pour est lui, garanti. Alors, les c'est deux ont l'air tout l'incentive. garanti. Ouais, Mais peut-être. tu as beaucoup d'incentives derrière pour pousser son contrat, mais c'est des conditions de malade où il faut qu'il joue 75% des snaps et qu'il fasse telle stat, etc. Donc, c'est clairement la dernière pige, je pense, et peut-être pour faire la transition entre le passé, Dennis Allen, et le nouveau staff. Et on verra. Mais le front office ne dira jamais qu'on est en restructuration. Non. Pour le coup, ils ne diront jamais ça. Mais on l'est, et ils le savent. On va réussir, j'espère qu'on va pas faire de dinguerie et qu'on va réussir à le faire correctement, qu'on va... Mickey Lewis, comme disait John, il garde un peu ses head coach et il leur donne le temps d'essayer de mettre en place leur stratégie. Donc avec Kellen Moore, j'espère que ça va être mieux, qu'on aura plus confiance en ce qu'il veut faire. On verra. Bah, on va voir, puisque vous avez parlé du coup des restructurations de Tyrann Mathieu et Cameron Jordan. Il y a aussi eu soit des prolongations, soit des restructurations, vous pourrez me dire, de Nathan Shepard. Ouais, j'ai l'impression de Nathan Shepard. Et après, je sais qu'il y a eu re-signature de Chase Young et re-signature ou prolongation de Juwan Johnson aussi. Chase Young, ça m'a un peu plus surpris que Juwan Johnson. Vous en avez pensé quoi? Parce que je n'ai pas vu tous les matchs de Chase Young. Chase Young, au final, je suis pas surpris parce que même si tu regardes la feuille de stats en soi, je crois qu'il est à 7 sacs l'année dernière, c'est pas énorme. Mais au final, il a été bon et je pense qu'il manque d'aide sur la ligne. On a Brian Brizzi qui fait une excellente deuxième saison et qui va chercher 7 sacs et demi, je crois. 9 mais je sais plus. Non, je crois que c'est 7 excuse-moi. Mais bref, on a Brian Brizzi à l'intérieur qui est assez bon et tu as Chase Young qui est tout seul sur l'extérieur. Il y a beaucoup on aime bien dire ça sur le podcast, de presque sacs au final où s'il avait un peu plus d'aide sur l'intérieur et sur le côté opposé, ça serait conclu en sac. Et si je dis pas de bêtises, c'était le 5e edge de la ligue qui a apporté le plus de pression sur le quarterback. Donc, c'est des profils qui sont difficiles à trouver. Il a joué tous les matchs, il n'a pas été blessé. Je trouve le contrat assez honnête et pourquoi pas. J'attends de voir ce que ça donne avec Bo Davis, notamment le coordinateur de la ligne défensive qui était le coach convoité au college football et à LSU l'année dernière. Sachant que notre D-line coach l'année dernière s'est fait virer aux 3/4 de la saison parce que les DN ne produisaient pas. Et une fois qu'il s'est fait virer, ils ont commencé à faire des sacs. Donc il y a eu un gros problème aussi de plan de jeu de la part du coaching staff l'année dernière. Les joueurs l'ont dit aussi post-saison. Donc je trouve pas ça déconnant. Et Juwan Johnson nous coûtait plus cher en dehors du roster que si on le re-signait. Donc ça, c'était plus un move financier. Donc autant le re-signer. On a aussi Davon Godchaux qui a été signé, tradé, qui est arrivé du côté des Patriots. C'est bien ça. Ouais, tu vas en parler? Non, mais moi je l'avais noté, je l'avais souligné, j'aimais bien, ça apportait de l'expérience,
ça t'apportait aussi un mec solide, alors que ce soit pour la rota ou en tout cas pour jouer directement. Mais moi, j'aimais bien. Il n'y a pas PA pour en parler parce que du coup, il connaît bien. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment, ça apportait quelqu'un d'expérience et qui pouvait apporter directement, avoir un impact direct. Et c'est ce qu'on avait besoin en fait, qu'on avait besoin sur la ligne. C'est surtout sur le jeu de course où on s'est fait ouvrir toute la saison Ouais. et que On est le mec 31e l'année dernière. il a un profil un peu no-stackle et sur la run defense, et donc il va nous apporter normalement beaucoup de choses où Breezy a parfois pu avoir un peu de mal sur sa bonne saison, c'était un peu là-dessus. Et pour juste compléter, c'est juste que ces re-signatures où ça marchait bien, enfin moi je suis assez content de Chase Young et j'espère qu'il va pouvoir continuer, c'est juste d'adapter nos joueurs sur un nouveau système. Alors ok, c'est pas très figé les systèmes en NFL, il y a beaucoup de choses hybrides, etc. Mais j'espère juste que ça va pas remettre un peu de l'embrouille entre guillemets dans leur tête et dans leur façon de bien gérer les gaps et les assignations et bien savoir. Et j'ai assez hâte de voir un peu le mois de juillet, août, avoir un peu les premières news, avoir quelques infos là avec les matchs de pré-saison, parce que je suis un peu, alors, je vais pas dire inquiet, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain, ce changement de stratégie. On va pouvoir voir ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez aimé dans cette free agency avant qu'on puisse peut-être parler des départs et peut-être que les départs aussi vous aimez bien, hein, mais On a perdu Peyton Turner, ce grand premier tour qui n'aura jamais produit et qui aurait été plus de fois à l'infirmerie que sur le terrain, et ce n'est pas une perte malheureusement, enfin c'est pas une perte notable, mais c'est vrai que c'était un peu nos ratés de draft précédentes qui rendaient fou Elio, et parfois il peut avoir raison parfois sur ça, et Il le dit pas trop souvent. Ouais, mais voilà, je le dis quand il n'est pas là, comme ça. T'as bien raison. Vous avez du coup perdu Paulson Adebo qui a signé aux Giants, Will Harris a signé aux Commanders et Marquez Valdez-Scantling a signé aux Seahawks, et évidemment Peyton Turner qui a signé aux Cowboys, parce que après le cimetière des Saints, il y a toujours le crématorium des Cowboys. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est plus violente celle-là. Qu'est-ce que toi, Antoine, Paulson Adebo, triste? Bah ouais, parce qu'en plus, quelques temps avant, t'as Latimore aussi qui part, donc c'est une sorte de page qui se tourne. Je pense en plus que Adebo, il avait encore la jeunesse pour lui, et on pouvait peut-être encore en faire quelque chose. Donc moi, ça m'a embêté qu'il parte. 26 ans du coup pour Adebo, le corner. Mais écoute, après, c'est des histoires de contrat et tout. Je suis pas derrière, donc s'il devait partir, bah grand bien lui fasse, et je lui souhaite le meilleur. Mais ouais, moi je trouvais que c'était un bon gars, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Et ok, il avait des moments de trou, mais je trouvais que c'était quelqu'un de solide, et je pense qu'il y avait encore une grande marge de progression. Il avait un plancher déjà assez haut, et je pense qu'il pouvait exploser son plafond. Donc ouais, ça m'embête un peu. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de lui. Maintenant voilà, c'est comme ça. C'est un super corner 2, je trouve. Et je crois que de mémoire, on avait quand même été dans les négos, et c'est juste que 3 ans, 54 millions, bah, on n'a pas réussi à s'aligner, je pense. Et ils ont préféré se dire, allez, on mise sur nos jeunes, on reprend encore un corner à la draft, et ça devrait faire l'affaire. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai toujours, au final, bien aimé ces matchs. Il y avait quelques trous de temps en temps, comme tout le corner. Cette saison, surtout, parce que l'année dernière, la saison précédente, il avait été très bon, souvent en corner 1 avec les absences à répétition de Latimore. Cette année, c'était beaucoup plus compliqué. Enfin, il y avait beaucoup de flags, mais il avait toujours une interception dans le match pour relancer le match. Donc, il savait être. Il y avait ce côté un peu. Voilà, décisif, j'allais dire playmaker, mais tu m'ôtes le mot de la bouche, donc c'est très bien. Après, voilà, 54 millions pour 3 ans, c'est cher payé, surtout en revenant d'une grosse blessure comme il a eu. Ouais. Tu sais pas comment il peut revenir, et je pense que le front office, c'est souvent ça, ils se fixent un prix qu'ils veulent payer. Si le joueur accepte, tant mieux. S'il accepte pas, bah tant pis, et on repart sur un autre profil. Là, le prix, c'était 17 900 000 par an, très probablement, et il est parti pour 18. Ça doit être ce genre de choses. Pour ceux qui jouent à Mon Petit Gazon, vous connaissez le problème. Hein.
C'est souvent ça. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous voulez parler lors de cette free agency? Moi, je vois qu'il y a Willie Gay qui a signé aux Dolphins, donc je suis obligé de poser la question. Est-ce que Willie Gay vaut toujours quelque chose? Non. Très Non, bien. alors, C'est pour non, ça qu'il a c'est- signé chez nous. Hein. je suis méchant. Je suis méchant. Il a été très mal utilisé. Il n'a pas été utilisé à son poste. Il a été blessé en début de saison durant le training camp. Donc, je pense qu'il s'est jamais mis correctement dans le système. Il avait montré quelques beaux trucs en début de saison. Et après, on jouait vachement avec deux linebackers C'est exactement ce que j'allais permanence. dire. Hein. Tu vois, Parce qu'on est souvent à c'était deux vachement linebackers, De Mario indéboulonnable et Pete Werner. On pensait qu'il allait pouvoir prendre un peu la place de Pete Werner et au final, il n'était pas tant utilisé que ça. Mais bon, concrètement, il n'a pas fait un passage marquant. Désolé. Et Alex. surtout quand on faisait quand on les faisait rentrer à trois linebackers, et c'était souvent pour de la course, il n'arrivait pas à voir correctement les Ah oui, jeux de non. course. Il se plantait dans les axes, dans les angles, dans les plaquages, et c'était pas fameux, quoi. Donc, la question de qu'est-ce qui vaut encore, personnellement, je trouve que c'est bon. Ça me dérange pas qu'il soit pas là. Il vaut une signature aux Dolphins en 2025. C'est ça. Non, Très si, bien. t'as Will Harris, où j'étais un petit peu déçu d'avoir perdu parce qu'il avait fait une saison assez correcte pour ce qu'il nous avait coûté. Il ramenait de la profondeur et il a eu 2-3 moments durant la saison, donc j'aurais pas été contre une re-signature, mais bon, écoute, c'est du passé. Et MVS. Voilà. Vas-y, Bertrand. Non, mais MVS, au final, c'est le seul qui a réussi à nous sortir un peu de notre marasme de fin de saison en termes de receveurs. C'était scandaleux d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont viré. C'est pour ça qu'il n'est plus là. Hein. Trop bon, allez, merci. Va aux Seahawks. Et après, il a suivi donc Kubiak qui est parti aux Seahawks. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais bon. Nous, on Si, dira que c'est ça. je pense que tu as Kubiak qui a aidé à relancer sa carrière en fait, et il a su l'utiliser. Donc je pense que quand tu passes d'une saison Bills où tu fais 2 ou 3 snaps de toute ta saison à refaire 400-500 yards chez les Saints avec 3 ou 4 touchdowns, ah ouais, tu as envie de suivre le mec qui t'a relancé. Et quand tu vois notre server room, il a clairement sa place en quatrième receveur, cinquième receveur, quoi. Ouais, mais c'est un peu le même profil que Rachid Shahid. Si Rachid Shahid n'est plus blessé et qu'il revient à 100%, MVS, tu n'en as pas besoin, quoi. Tu crois qu'il n'a pas le même gars, enfin, c'est tous des petits qui courent vite. Donc au final, on a que les mêmes profils. Il y a aussi de la place qui s'est ouverte aux Seahawks, puisqu'ils ont perdu et Lockett et Metcalf. Il y a peut-être besoin aussi qu'il était peut-être aussi content, l'ami Kubiak, de ramener quelqu'un qu'il connaît, qui mettre dans un système qu'il connaît, en attendant que ce soit Cup ou comment il s'appelle. Bon, JSN, s'il y a de la place, mais t'as Cup et ils ont récupéré aussi 2 rookies, donc ça peut peut-être être bien pour une transition d'1 an d'avoir un mec comme MVS. Je pense en tout cas. Très bien. Je ne sais pas si on a autre chose à rajouter côté au niveau de la free agency. Alors on va pouvoir s'amuser là maintenant et baisser le niveau sonore, je pense, parce que on va pouvoir parler de la draft et on a presque créé un tiers spécial dans la tier list pour les Saints. On l'a pas fait au final. On les a laissés en tier D. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand on a fait quand Alexandre et PA qui connaissent très bien qui nous ont fait toute notre couverture draft du podcast, ont fait les tier lists, ils les ont mis en tier D. Pour vous donner une idée, c'est au même niveau que les Packers, au même niveau que les Bengals et que d'autres qu'on a encore dans le... Ça va. Ça va, ouais. C'est un peu sévère, mais ok. Ça pique, hein. Ça picote. Mais je pense que c'est pour une seule raison et on va, je pense, en parler en long, en large et en travers, parce qu'on n'a pas parlé de la QB Room quasiment pendant la phase de Free Agency, parce qu'il ne s'est rien passé. Mais là, on va pouvoir se lancer. Alors, je vais énumérer tous les picks. Avec le premier pick 9, vous avez récupéré Kelvin Banks, offensive tackle. Avec le 40e pick au round 2, vous avez récupéré Tyler Shaw, quarterback de Louisville. Je pense qu'ils se sont trompés de quarterback de Louisville et de 10 ans environ, mais sinon c'était peut-être l'idée. Ah non, on a pris Marquis Davenport à la place de Lamar Jackson. Nous tendait les bras, mais non. Au 3e tour, vous avez récupéré Vernon Broughton, defensive tackle, et Jonah Sanker, safety. 4e tour, Danny Stutzman, linebacker, et Quincy Riley, cornerback.
Au 6e tour, Devin Neal, running back. On parlait tout à l'heure des besoins d'un running back. Au 7e tour, ça c'est pour faire plaisir à PA avec son amour pour les noms, on a Moliki Matavao, tight end de UCLA. Et à la fin, Fadil Diggs. Fadil Diggs. J'ai réussi Moliki Matavao et je galère sur Fadil Diggs. Edge de Syracuse. Déjà, vous, d'un point de vue, je sais, j'ai pas fait attention si vous avez fait un épisode récap de cette draft. Si. Ouais, Il était trop bien d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Tu trouves? Ah ouais, j'ai adoré. Parce que nous, on l'a un peu mal vécu, si tu veux. On s'est posé pas mal de questions en off après l'épisode ou en mode il va falloir qu'on calme le jeu un petit peu. Mais c'était à la fin un peu discussion de comptoir et on s'écoutait plus. Hein, mais, moi j'ai trouvé que si quand même. Il y avait deux camps. Il y avait Elio tout seul avec son couteau prêt à trancher n'importe qui. Et puis vous autres. Mais on essayait de tempérer quand même un peu. Mais oui, Elio était venu pour tuer tout le monde. Mais je pense que les deux parties, je vais faire le Suisse, mais je pense que pour Tyler, moi par contre je déteste son nom parce que je vais pas réussir à le dire de la saison. Tyler Shock. Non, voilà, Shock, ouais, Shock. mais c'est comme les Juchek et tout là. Moi je vais pas réussir à les prononcer tout ça, Anto, ça m'énerve. T'as juste à dire Tyler Shaw. Il a chaud, tu vois. Il a chaud. Soit il est chaud, soit il a chaud. Ouais, j'espère qu'il aura la main chaude surtout. Mais comment dire, avant de parler des joueurs, on a quand même eu un autre événement, c'est qu'on a eu une Française qui a annoncé un pic. Vous l'avez aussi, pour le coup, elle, je sais que vous l'avez interviewée sur le podcast. Ouais. Pour ceux qui ont envie d'aller l'écouter, comment est-ce que vous teaseriez cet épisode de comment est-ce que ça s'est passé pour elle, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'on a pu entendre dans cet épisode? Bah écoute, ça a été un épisode où tu as un peu tous les coulisses qui sont dévoilées. Donc c'est quand même hyper intéressant et on s'imagine pas derrière notre télé tout ce qui peut se passer et comment tout est cadré, même si on sait que les Américains, c'est les pros pour ça. Il n'y a rien qui dépasse. Elle nous lâche une petite bombe entre le premier et deuxième tour. Fin de premier tour, ouais. Ouais, c'est fin de premier tour. Spoiler alert, visiblement, elle a été prévenue qu'on allait trader de nouveau au premier tour, en fin de premier tour, et les Giants nous sont passés devant. Après, tu vois, c'est quelque chose qui n'a pas été sorti du tout par les insiders proches Nola et qui ont énormément de sources. Donc, je ne vais pas remettre la parole de Marco en question. Tu vois, ça a été un peu la surprise générale au moment où elle nous l'a annoncé dans le podcast. Ça aurait été pour Tyler Shaw, donc au final, c'est peut-être tant mieux. Hein. Non, visiblement. Enfin, on pense que c'était pour Jackson Dart, mais c'est là où je me pose des questions parce que 3 semaines avant le podcast, avant la draft, Nick Underhill, qui est l'insider le plus fiable des Saints, a fait beaucoup de papiers sur Tyler Shock en disant que c'était vraiment le QB que Kellen Moore avait identifié niveau QI, football, etc. Et que ça ne l'étonnerait pas si on allait le drafter. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette petite bombe et elle nous raconte quand même pas mal de choses chouettes sur la côté de la draft. Eh ben, n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est le dernier épisode, en tout cas, au moment où on enregistre, qui est sorti. Je pense que ce sera très probablement toujours le dernier épisode au moment où on sort cet épisode dans une semaine à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas. Prévu de s'y remettre tout de suite. Très bien. C'est tranquille maintenant. Vous digérez. Bon, qui a envie de parler sur cette draft, que ce soit en bien, en mal? Il y a plein de choses, il y a plein de pics. Vous en avez fait une dizaine, vous en avez fait 9. Donc, vas-y, Anto, si tu veux. Ouais, je vais invoquer mon Alexandre pour parler de 2-3 choses. Mais Kelvin Banks, forcément, un premier tour, c'est difficile de se rater. Il y a des équipes qui y arrivent quand même. Je ne dirais pas lesquelles, mais moi, je suis très content de... Les Saints avec Peyton Turner, par exemple. Ouais, par exemple. Par exemple, mais voilà, j'ai pas envie d'en parler de ça, mais voilà, c'est une réalité. Mais forcément, Kelvin Banks, moi, je suis très content, surtout que sur les lignes, j'ai l'impression, là, avec du Fuaga ou de l'autre côté, même avec du Breezy, ça recrute plutôt pas mal. Donc, moi, je suis très content et j'ai l'impression qu'on aura une belle ligne offensive. S'il n'y a pas de bobo l'année prochaine, je touche du bois. Mais ça, c'est très important, je pense. Tyler Shaw, je vais revenir juste après.
Moi, je vais parler de mon chouchou, c'est Devin Neal. Déjà, j'ai déjà envie de me tatouer son nom sur mon bras. Je ne le ferai pas, mais j'ai déjà envie. Parle-nous de Devin Neal et ensuite on donnera la main à d'autres. Mais Vas-y. parce que voilà, il est puissant, il est bon dans les petits espaces, il a une bonne vision de jeu aussi. Il n'a pas peur aussi d'aller au contact, d'encaisser les chocs. Donc je pense que voilà, il va casser du plaquage. Bon, il y a 2-3 choses à exploiter, par exemple, notamment sa polyvalence. Je pense qu'il n'est pas mauvais au niveau de la réception, donc au niveau de polyvalence, course-réception. Le problème, c'est qu'il a été peu utilisé du côté de Kansas. Donc ça, je pense que ça sera travaillé, mais il y a moyen. C'est aussi pas spécialement un excellent bloqueur, mais je pense que ça va pas être son attrait principal. Mais pour moi, quand tu vois la gueule de notre running back room derrière Camara, les Kendre Miller, là, les Kamakers aussi qui sont arrivés il y a peu de temps, là, ça a été donné il y a quelques jours, je crois, Kamakers. C'est ça, ouais. Bon, c'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. C'est ça le problème. Et je pense vraiment que Devin Neal peut apporter quelque chose. Je vais la noter, celle-là, j'aime bien. Et ça va être important parce que je pense vraiment que Alvin Kamara reste notre monstre offensif, mais il faut le délester de quelques snaps, il faut le délester d'un peu de ballon. De plus en plus, quoi, malheureusement. Voilà, il se blesse, il se fatigue aussi, et à un moment aussi, on est trop facile à lire. Donc, si on avait un deuxième mec pour aller avec Alvin Kamara, eh ben Devin Neal, je pense qu'il peut faire le taf et ça peut être notre avenir. Donc, j'aime Devin Neal. Voilà. C'est beau, belle déclaration d'amour. Ouais. Bertrand. Alors, peu importe. Hein. Vas-y, Bertrand. sur quoi en général En général, quelqu'un qui t'aime bien, qui t'aime pas. Parle vraiment de ce que tu veux. Ça peut être du positif, du négatif. Voilà. Mais sur la draft. On peut rester. Oui, alors tu peux nous parler de ton week-end si tu as envie aussi. Mais ça pourrait durer des heures aussi, mais c'est bon. Petit fait assez étonnant pour les Saints, on a fait 0 trade pendant l'ensemble des pics de cette draft, ce qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps. On était plutôt souvent agressif sur des trade-up et des valises de 6e, 7e tour pour essayer de remonter au 5e. Donc là, on a gardé les pics qu'on avait depuis le début, ce qui est assez rare, mais ce qui me fait plaisir parce qu'on avait besoin de profondeur, on avait besoin ce qu'on disait dans un des épisodes. On considère quand même que, et je pense qu'on considère tous que pour refaire une bonne fondation de roster, il faut quand même refaire ça aussi via la draft. Et plus tu as de pics, normalement, plus tu peux avoir la probabilité d'avoir des bons joueurs. Bon, est-ce qu'on a la probabilité d'avoir des bons joueurs? L'avenir nous le dira. Mais au moins, on a eu cette intelligence de ne pas aller bazarder du 6e, 7e tour pour essayer de piquer un mec lambda un peu plus haut. Et et deux autres un peu faits, le jour 2 reste une erreur, un questionnement sur la qualité du jour 2 qui reste un peu ce côté. On a l'impression que ces pics sont des pics chouchous du head coach, ou pics, ils sont tous un peu questionnables, encore plus Tyler Shock, mais même Broughton et Funkers. On peut se poser des questions, on ne sent pas déjà, après les premiers OTA, ils ne ressortent pas plus que ça, ils sont dans la masse. Bon. Mais pour des seconds tours et des troisièmes tours, je vais dire, on va faire confiance au head coach et au front office qu'on fait ces choix-là, mais ça reste un peu des pics un peu spécifiques. Et en dernier point, alors 2 derniers points si je peux me permettre, déçu de ne pas avoir de receveur. Merci. Déçu de ne pas avoir de receveur, mais d'après la conf de presse faite par Mickey Loomis, après, apparemment, ils se sont fait passer devant à quasiment tous les tours pour un receveur. Ça vaut ce que ça vaut. Si seulement on pouvait trade up. Apparemment, ils ne savent plus faire. Donc, mais ça n'enlève pas le fait qu'après la free agency où il n'y avait pas de receveur et après la draft où on n'a pas fait de receveur, bon, ça reste toujours un petit peu problématique. Je tiens à préciser qu'il y a quand même 2 free agents, dont 2 undrafted free agents, dont un avec un nom exceptionnel. Il y a d'abord Chris Tyree qui a signé chez vous, et il y a surtout Moochie Dixon. Et ça. Très rapide, Moochie Dixon. Mais... Ah ouais, c'est magnifique. Alex, il les aime ces noms-là. Ah ouais, non. Attends, vous avez. Parce que, ok, là tu me lances, et vous avez surtout récupéré un centre en undrafted free agent, et celui-là il est splendide. Il s'appelle Torricelli Simpkins III. Ouais. Ça c'est beau. Là, on est bien là.
Voilà, pardon, excuse-moi Bertrand. Non, mais c'est vrai qu'on a des petits noms un peu sympas. Non, en petit chouchou, si je peux me permettre, moi j'avoue, je me suis créé un petit train de la hype sur Danny Stutzman. Je pense que ça va être alors ça va être méchant ce que je vais dire, Le mais linebacker. le linebacker le plus gogol du monde, mais qui a l'air rigolo. Parce qu'il a l'air d'avoir. Tu vois Doofy dans Scary Movie, il a un peu la même tronche. Un genre spécial Doofy. Complètement allumé, mais il a vraiment l'air allumé pour être au bon poste de linebacker qui vient aller mettre les taquets sur la run defense. Apparemment, il n'est pas trop mauvais sur la partie couverture, mais lui, je sais pas, apparemment, quand même, les insiders disent déjà qu'il a un très bon esprit, un très bon effet de groupe. Aussi. Et donc, oh là là, l'image qui est tournée en direct. Magnifique. Pour ceux qui sont en format vidéo, vous avez Danny Stutzman en. Mais apparemment, les premiers retours sont quand même ultra positifs, aussi bien sur l'implication sur le terrain que l'implication dans le vestiaire. Et donc, je sais pas, lui, il me fait marrer et je me suis créé une petite hype en espérant qu'on puisse le voir un peu déjà sur la première année. Espérons. Pas des mecs qui aillent au charbon, de toute façon. C'est important. C'est ça. Bah lui, il s'est pris le charbon dans la tête, visiblement. Ah là là. Magnifique individu. John, est-ce que toi, tu as quelqu'un que. Moi, c'est plus au global le jour 3 qui m'a plu. Évidemment, le jour 1, Kelvin Banks, rien à dire. Le jour 3, il est très bien, que ce soit Stutzman, Quincy Riley aussi, qui a montré de bonnes choses. Fadil Diggs qui a du potentiel. Après, c'est un 16e tour, donc je ne vais pas m'emballer. Et comme le disait Anto, David Neal, un besoin hyper important. Vu la room de running back. Et ce qui est un peu, d'ailleurs, en parlant de cette room, ce qui est un peu chiant, c'est que sur les highlights de OTA et minicamp et compagnie, on voit qu'Andre Miller, dès qu'il a le ballon, les touches qu'il a, tu sens qu'il peut faire la différence. Et sur le terrain, l'année dernière, quand il avait le ballon, il a fait la différence. Donc c'est assez rageant le fait que, il n'arrive pas à rester en bonne santé, sur le terrain, et de deux, que ça soit un gros débile qui soit incapable d'apprendre une attaque. Donc on espère que la 3e année, ça sera la bonne, et je pense qu'on aura du coup une autre option pour suppléer Camara en plus de David Neal. Mais jour 3, très, très intelligent. Au global, il y a un fil conducteur que j'ai bien aimé sur la draft, c'est qu'on a été chercher des mecs qui étaient bons contre la course. Vu qu'on est 31e l'année dernière, c'était un peu le fil rouge de tous les profils en défense, des gars qui étaient bons contre la course. Donc, a priori, on devrait plus être 31e, on sera peut-être 29e ou 28e. C'est toujours mieux. Au moins, toi, t'es réaliste. Ça, c'est... Écoute, on verra, mais j'aime bien. Ils ont identifié des choses. Deuxième jour, évidemment, Tyler Shock. Moi, ça n'a pas été une surprise parce que si tu suis tout ce qui se disait pré-draft, proche Saints, c'était un nom qui revenait beaucoup. Je sais qu'il a fait énormément rager. J'attends de voir. Je suis pas. Quand tu dis que c'est pas une surprise, tu dis que c'est pas une surprise le joueur ou pas une surprise le pick ou pas une surprise les deux? Le pick, le joueur, je jugerai quand je le verrai sur un terrain NFL. Je fais pas partie de l'école qui défonce avant non, je parle d'avoir vu prendre un snap, mais tu peux comprendre en soi pourquoi il a tapé dans l'œil de Kellen Moore, parce que c'est quelqu'un qui a connu quand même beaucoup d'attaques différentes, qui dans sa dernière attaque était sur une attaque qui était un peu pro-ready au collège, qui sur sa dernière saison, en dehors des blessures où il a été vachement emmerdé ces années précédentes, il a fait une saison plus qu'honorable. J'attends de voir. Après, ça vaut pas un deuxième tour. On l'aurait peut-être eu plus loin. Oui, c'est cher payé. Mais quand un coach identifie un mec, tu as envie de dire, tu as envie de laisser la chance au coach aussi. Et puis, donc, si les autres joueurs ont été chopés un pic avant à chaque fois, il aurait très bien pu tomber au pic 70. Et là, tu te fais avoir et tu te dis, ah putain, je joue. C'est ça. Mais voilà, quand tu vois un Jackson Dart qui est pris très haut quand même pour la value qu'il avait de base sur le papier, c'est la draft, tu vois, c'est comme ça.
J'attends de voir. Pour moi, il a 1 an pour prouver qu'il peut être le quarterback du futur. S'il ne l'est pas, on redraft un QB l'année prochaine. On sera tout aussi bien placé. Et spoiler alert, il y a le fils de Doug Nussmeier qui devrait se présenter l'année prochaine. Donc, ça serait quand même cool. Il est à 2 heures de route. Il peut faire les 2 heures de route et venir chez nous. Ça peut être sympa aussi. C'est ce qu'on pensait avec PA d'ailleurs. C'est pour ça que ça nous avait surpris, nous, qui prennent Tyler Shaw, parce qu'on se pensait qu'ils allaient faire la saison avec Rattler et comment il s'appelle et Henner. Jack Henner. Ouais, en se disant, et puis peut-être prendre un joueur un peu plus Un tard. vétéran. Ouais, voilà, un vétéran ou un joueur vraiment tard, ou peu importe. Et du coup, attendre Nussmeier la saison prochaine. C'est un peu pour ça, nous, que on s'est un peu dit, oula, c'est bizarre. Après, Ouais. c'est c'est même pas des bruits de couloir, là, c'est, il y a le fils qui arrive, qui a envie de jouer nécessairement pour son père, je ne sais pas, ou qui a envie de coacher son fils, je ne sais pas non Bien plus, sûr. à part les Sanders. Mais voilà, je vous laisse continuer. Non, écoute, surpris, oui. Enfin, oui, un peu. Et d'un autre côté, non, parce que tu as la retraite de Derek Carr qui est annoncée juste avant la draft. Et tu as, je pense, cette envie de Kellen Moore de faire un RAZ complet, de repartir sur une page blanche. C'est un peu ce qu'il a dit d'ailleurs en conférence de presse. Il faut prendre cette saison comme une page blanche, un nouveau chapitre. Non pas qu'il veuille effacer complètement les bonnes choses qui ont été faites par le passé, mais pour lui, c'est un RAZ et le front office lui permet d'aller chercher son gars. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, écoute, on sera en bonne position. Mais c'est un peu l'état d'esprit du front office, c'est de laisser construire ton coach, ce qui est quand même bien parce que tu as certaines franchises qui laissent pas le temps au bout d'une saison, le mec dégage et voilà, donc je suis assez partisan de ça. On verra ce que ça donne. Elio serait là, il aurait déjà insulté la terre entière. Nous, on est la frange un peu tranquille et tempérée du podcast. On est là pour calmer les ardeurs de certains. Mais je sais pas. Évidemment, si tu regardes tous les avis, c'est une draft catastrophique, en tout cas entachée par Taylor Shock. Au mieux, moi j'ai envie d'y croire, si ça marche, ça peut être une draft fondatrice sur la profondeur de l'effectif, un peu comme l'été 2016 où tu draftes un Sheldon Rankins, Von Bell, un Michael Thomas. Onyemata, Michael Thomas, mais bon, c'est plus qu'inespéré la carrière qu'il fait derrière, Michael Thomas. Mais tu vois, si tu as des pièces qui peuvent être titulaires au bout de 2-3 saisons et être de la profondeur correcte actuellement sur cette saison, écoute, je serais très content en tout cas de la draft. Après, on verra après une saison et sur les 2 ou 3 prochaines années. C'est ça. Je sais pas trop quoi en penser de Tyler Shock, pareil, mais... Moi, juste pour en revenir 2 petites minutes, et parce que moi j'avais bien aimé votre débat justement sur votre épisode, et je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Moi, le problème, et je suis tout à fait d'accord avec toi, John, faut pas le plomber, parce que déjà ça sera sans doute notre QB, donc pourquoi le plomber? Faut à minima croire en lui. En plus, c'est une décision de Kellen Moore. J'ai envie de te dire, Kellen Moore, tu lui as donné la bagnole Saints, faut lui donner les clés. Forcément, si tu lui donnes pas les clés, ça sert à rien, c'est que tu lui fais pas confiance. Donc pourquoi l'avoir choisi? En plus, voilà, QB et tout, il s'y connaît, coach offensif, il s'y connaît, donc il aura sûrement quelque chose à en retirer de ce joueur. Et puis on l'a vu là, il a l'air d'être, il a peut-être pas forcément le talent pur de d'autres, mais il a l'air d'être bosseur, il a l'air d'être dans une dynamique de vouloir s'investir, d'être très sérieux, de vouloir prouver et de vouloir vraiment s'acclimater à Nola. Et ça, c'est l'inverse de Derek Carr. C'est le jour voilà. et la nuit. Voilà. J'allais dire, il en a fait plus en 2 mois que Derek Carr en 3 ans. Donc il va s'acclimater, il aura du soutien et au moins il va bosser. Donc après, s'il réussit pas, tant pis, c'est comme ça. Moi, ce qui me dérange, c'est plus le timing. Après, on va pas refaire l'histoire. Il serait peut-être parti après. Il serait peut-être parti juste après plutôt. Mais par exemple, tu vois, tu prends et je veux pas l'enterrer non plus, mais tu prends notre pick 248 Moloki Matavao. Ok, un tie-in, on en a besoin et c'est plutôt pas mal. Par contre, il a un problème au niveau des blocs. C'est un bon receveur, mais au niveau des blocs, il pêche. Au pic, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 42. Les Jets, donc deux pics après, ils prennent un Mason Taylor qui est un tie-end qui a l'air super complet. C'est un receveur, c'est un bloqueur. Pourquoi pas prendre par exemple un Mason Taylor qui aurait aussi un impact direct et prendre Tyler Shaw juste après?
Alors forcément, après, il serait peut-être parti, et puis on l'aurait pas eu, puis on Ouais, aurait... il y a les Rams, visiblement, c'est sorti. Tu- Les Rams étaient. Enfin, Sean McVay, visiblement, était intéressé par Tyler Voilà. Shock. Donc moi, le Alors, seul problème, c'est ça, c'est le timing. Après, pareillement, ça me fait peur parce que je crois que c'est le plus vieux de la QV, Oui, Tyler oui. Shaw. C'est Bon, bah, le plus problème, c'est que rappeur, quoi. c'est le plus vieux, et la seule chose où tu aurais pu bénéficier, c'est bon, bah, c'est le plus vieux, mais au moins, il a l'expérience pour lui. Ah, bah non, il a qu'une saison, il a vraiment qu'une saison dans les bottes, le garçon. Néanmoins, on va pas l'enterrer tout de suite. Mais moi, c'est plus le timing qui m'a dérangé. Mais bon, après, je suis pas déçu. Ouais, je peux comprendre. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer sur un board de Mm. draft et on n'est pas dans la war room non plus. Et Elio m'aurait coupé la parole là à l'instant T pour me dire que notre war room est éclaté. Et voilà. Bisous Elio, on t'embrasse. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur cette draft? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a complet. fait le tour. Mm. Ah, je pense aussi. Hein. Je vous rappelle que du coup, vous pouvez voter dans le sondage Spotify sur l'intersaison des Saints. Vous pouvez voter entre. Vous avez 6 choix entre parfait, très bien, bien, moyen, médiocre et pitoyable. Ah. Je vous laisse deviner. Même si selon vous, elle a été pitoyable, en tout cas, on ne s'est pas ennuyé. C'est ça. Et je pense qu'on Ouais. pourrait limite rajouter divertissante. Et Voilà. Ah, voilà. Et je pense que là, tu gagnes tous les votes. là, on va y réfléchir. On va sûrement mettre divertissante en 7e option. Et ouais, on va faire ça. Mais en tout cas, vous de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que, allez Bertrand, je vais te laisser parler d'abord. Est-ce que tu trouves que les besoins sont comblés? Est-ce que tu te dis on va faire mieux que 5-12? Voilà, quelle est un peu ta vision sur la saison prochaine? Et après, on va un peu regarder le calendrier et essayer de faire des petits pronos. Est-ce que les besoins ont été comblés? Non. Est-ce qu'on fera mieux que 5-12? Peut-être. Si je dois me mouiller, je dirais oui, parce que j'essaye d'être optimiste et de rester optimiste. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est comment on n'est pas resté apathique. Et on a fait beaucoup de choses. Et on essaye de faire des choses pour que ça aille mieux. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Bon, dernièrement, quand on a fait des choses pour que ça aille mieux, ça n'a pas très bien marché avec Denis Allen et compagnie. Mais au moins, on essaye de faire un truc. Et pour ça, moi, ça me met un petit peu de curiosité et ça me met un peu de piquant là pour l'année prochaine et ça me plaît plutôt bien. Et c'est pour ça que je suis très, j'allais dire, hypé. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce qu'on a fait, quand on revoit un peu quand même, notre coaching staff, il est remis à zéro. On va avoir un QB qui est sûrement QB1 qui n'aura jamais joué avec notre franchise dès la première journée. À voir ce que ça va donner cet été, mais c'est possible que Shock il soit starter. On a beaucoup de nouveaux joueurs. On fait une nouvelle page de la franchise. Ok, on part pas avec un top QB et des gros joueurs, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à suivre pour l'année prochaine. Peut-être que je m'auto-hype trop et que je suis peut-être seul et que les personnes extérieures, on va dire Saints et les personnes NFL qui suivent, en général, ils vont se dire les Saints, la merde, ça va faire 2 victoires et basta. Mais en suivant un peu de près, je trouve qu'on peut faire quelque chose d'intéressant et de voir où sont les axes de progression, où on va être bon et sur quoi on va pouvoir capitaliser sur les années à venir. C'est clair que l'année prochaine, ça va être dur, mais ça va être un nouveau départ. Et ça, j'aime bien. Je vous propose qu'on regarde le calendrier. On pourra tous parler, enfin surtout vous, et surtout du coup John et Anto qui n'ont pas forcément parlé de l'intersaison. Et on va regarder le planning. Alors vous commencez par 2 matchs à domicile, un contre les Cardinals puis les 49ers. Ensuite c'est Seahawks, Bills, Giants, Patriots, Bears, Buccaneers, Rams et Panthers avant la bye week en semaine 11. Une bye week qui est bien en milieu d'année. Alors, si vous vouliez faire les playoffs, ce serait parfait. Si on voulait. Hein, vouloir, moi je veux, hein, je veux bien. Hein. Si Est-ce vous qu'on va? pouviez, Non. faire les playoffs, c'est parfait. Et peut-être qu'on va se tromper, hein, on ne sait jamais. Et ensuite, c'est Falcons, Dolphins, Bucks, Panthers, Jets, Titans et Falcons. Donc, vous croisez avec avec l'AFC Est et avec la NFC West en termes de division. On a connu pire, on a connu mieux.
Oui. Et globalement, ça va. On a vu des divisions qui croisent avec les deux divisions du Nord. Ceux-là, je pense que tu n'as pas Non, nécessairement envie de te les farcir. c'est un calendrier assez équilibré en soi. Hein. Il y a Ouais. pas de. Enfin, si sur le papier il paraît insurmontable vu la saison qu'on vient de faire, en soi, si tu es une équipe à peu près au niveau, il est quand même assez équilibré. La seule chose plaisante, c'est qu'on n'a pas de prime time, donc on va pouvoir dormir cette année. On a beaucoup de matchs à 19h. On en a très peu, je crois, 3 ou. 3, 4, 5, allez, à 22h. Donc c'est cool. Au plus tard, à 1h du matin, on est au lit. C'est le côté positif d'être nul, hein, on va pas se cacher. Non, calendrier assez équilibré. Faire plus que 5 victoires, je suis pas sûr. Par contre, j'aimerais voir la manière. En soi, pour moi, tu as quand même quelques équipes prenables. Toujours les matchs interdivision. Je pense qu'on arrivera toujours à tirer une victoire face aux Falcons. On se fait jamais sweep face aux Falcons. Jamais. Prendre, pourquoi pas, un Panthers, même s'ils étaient mieux sur la fin de saison. Je ne vois pas pire qu'un Titans. Désolé GG si tu nous écoutes. Hot take pour GG, Tyler Shock, homme du match, et il lance pour 400 yards et 3 touchdowns. Et tu sais, deux choses. Déjà, il faut que GG regarde le match, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en plus, il faut qu'il écoute les podcasts. Donc là, on lui demande beaucoup. Mince. Voilà. Non, écoute, je resterai dans ces eaux de 4-5 victoires. Après, s'il y a la manière, je me dis que, allez, un Giants et Jets, c'est prenable aussi. Hein. Il y a des matchs prenables. C'est vrai que quand je regarde rapidement, moi de mon côté, je pense que le début de saison, là, les 4 premiers matchs, ils vont être très compliqués. On souffre. Ouais. Vous allez souffrir. Ouais. Après, tu as potentiellement un répit sur sur 3 semaines, on verra. Et j'ai du mal à vous voir à plus que 3 victoires avant la bye. Et après la bye, tu peux peut-être en prendre 3 de plus. Finir à 6 éventuellement. Et ce qui est mieux que 5-12. C'est mieux que 5-12. Écoute, j'ai envie de dire, même si on termine à 2 victoires la saison, mais que tu as la manière, que tu restes dans le match jusqu'à la fin, qu'on te montre des améliorations, tu sais que ton effectif est limité, mais que avec un an de plus, un peu plus de cap, etc., tu as moyen de faire de meilleures choses et que tu es sur le bon chemin, je serais content. John, est-ce qu'on a déjà vu quand même une franchise finir à 2-12 et se dire « Ah, c'était un beau 2-12 » le 15 maintenant en plus. T'as les Lions, quand Campbell reprend la franchise, ils font une belle fin de saison. Je crois qu'ils ont un bilan de 2 victoires, il me semble. Hein. Mais sur la fin de saison, il y a la manière et c'est synonyme d'espoir pour la suite. Et si tu regardes ce qu'ils ont fait par la suite, oui. Non, mais Écoute, Non, j'ai essayé de mentalement me projeter sur le fait qu'on soit à 2-12 et qu'on se dise ah franchement pas 2-12 mais à 2-15 et que ça va vachement mieux. Quoi. Non, mais les Lions, ils avaient fait 3-13-1 sur la saison 2021 et après ils ont fait 9-8, 12-5, 15-2. Ouais, tu vois, à une victoire près, mais c'est sûr que si on a cette dans l'idée, il termine bien l'année avec la manière, et c'est un peu ce qui peut se passer nous aussi, les 6-7 premiers matchs où tu as l'équipe qui est un peu déstabilisée par un nouveau système, etc., mais que derrière ça clique et que ça joue bien, c'est ce que tu as envie de voir. Après, écoute, au pire, on aura un très bon pick à la draft pour aller chercher Garrett Nussmeier. Et dans les autres équipes comme ça, il y avait aussi pareil les Texans il y a 3 ans qui ont fini 3-13-1, même bilan que nos amis des Lions un an plus tard, et ensuite on fait 17-17 avec 2 saisons assez différentes, je trouve. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde était d'accord sur le fait que c'était encourageant et que ça avait l'air d'être dans la bonne voie. J'avoue. Ouais, tant que tu montes des choses et qu'après tu rebondis, tu dis mais là dans les années à venir, ça tu peux construire quelque chose parce qu'il y a des motifs d'espoir. C'est comme les équipes là, il y a quelques années encore
C'était les Vikings là, qui étaient en 11 ou 12 victoires, mais qui gagnaient à chaque fois sur le fil. C'était pas très beau, tu vois. Non. Et Oui, bon, d'accord, ils ça, avaient ça un bien. bilan ultra positif, mais ils faisaient pas rêver. Et ben, tu peux peut-être, je pense aussi avoir l'inverse. Et moi, je suis d'accord avec John. J'espère qu'on voit des motifs d'espoir, mais qu'on soit assez bas au niveau des victoires, histoire de se dire qu'on a une bonne place pour l'année prochaine aussi à la draft pour encore plus tourner la page. Ça serait plutôt pas mal. Et moi, là, en enlevant ma neutralité, le front office, moi, je suis prêt à avoir qu'une victoire, mais en week 18, exploser les Falcons et les empêcher d'aller en playoff. Et là, c'est parfait. Voilà. Mais déjà, ils iront pas en playoff parce que les Bucks gagneront Voilà. la division encore une fois. Voilà, Et que les exact. Falcons vont décevoir une année de plus. C'est J'ai l'histoire de l'impression la qu'il y a même, franchise. j'ai l'impression qu'il y a même plus de chances que les Panthers gagnent la division que les Oui. Falcons. Ouais, c'est vrai. Hein. Après, les Falcons se sont renforcés. Si vous n'avez pas pu écouter encore Oui. l'épisode avec les Falcons, c'était il y a 2 semaines maintenant, au moment où on Ouais. diffuse cette Oui, Non, mais mais épisode. c'est bonne guerre, c'est bonne guerre. Raheem Morris, c'est toujours être coach. Donc bon. Pardon. Ouais, dit comme ça, c'est compliqué, quoi. C'est ouais, effectivement. Bon, du coup, si on devait se mouiller, on reste sur du 3-14 ou est-ce qu'on essaye d'être un peu plus haut au niveau pronostic? Allez, plus haut, 4-12. 4-13. 4-13. C'est vrai que maintenant, il y a 17 matchs. Hein. C'est vrai. 5-12, comme l'année dernière. 6-11, parce que j'y crois. Oh, bébé. Oh là là. Allez, ouais, parce que j'ai dit au tout début, on fera mieux, donc il faut bien que je reste un peu cohérent avec moi-même. Mais, voilà. On n'a jamais été cata complet à une victoire. Bah, la Et je dernière fois, pense qu'on sera toujours. c'était l'année de Katrina en 2005 où on jouait pas Ouais. dans notre stade. Mm. Ça remonte à 2005 quand même. Ouais, voilà. Et, c'est long, hein. et on a toujours été combatifs et les mecs sur le terrain, ils s'en foutent de ce qui se passe en intersaison, à la draft, à être pick, etc. Eux, ils sont là pour gagner. Donc, si l'état d'esprit est bon, je pense qu'on peut aller chercher 6 victoires avec un calendrier qui est, alors j'aime pas dire ça facile, parce qu'il n'y a rien qui est facile, mais qui, comparé à d'autres calendriers, c'est quand même un peu Abordable. plus simple, abordable. Ouais. Et comme ça, avec 6 victoires, on pourra terminer avec le 10e pick de la draft et on sera pas content. Et voilà, et puis on garde Tyler Shock pour l'année prochaine. Et Voilà. on continue à être dans le ventre mou, et ça sera magnifique. Non, je rigole. Et vous parlez de la Décatrina, vous avez fait 3-13 et l'année d'après vous perdez aux conférences, vous Ouais. perdez en conférence. Donc au final, Et- encore une fois, on est sur ce petit 3-13 qui te ramène dans des bonnes, Ouais. Bah, choses, les années suivantes. l'année d'après, tu signes Sean Payton et Drew Brees. Des détails, ça. Un détail. Petit détail. Petit détail. Petit détail. Ça n'a rien changé sur l'histoire de la franchise. Hein, je vois pas ce qu'on va arriver. Moi, je vois toujours sur 4 saisons, enfin sur 5 saisons entre 2012 et 2016, vous faites quand même 4 fois 7-9. Et ça, je trouve Ouais. ça beau. Une régularité. C'est une beau, hein. honte dans l'histoire C'est honteux. de cette franchise et dans C'est- l'arc Drew Brees, ça reste une honte. Que dire si ce n'est que je pense qu'on a bien parlé sur cet épisode, on a bien parlé de vos Saints. Je crois que c'est un des épisodes les plus longs qu'on a fait sur cette série de bilan d'intersaison. En même temps, On est vous êtes 4, trois fans désolé. des Saints. Voilà, Non, on y a est pas de bavard en désolé. plus. Et si ça vous a plu, en tout cas cet épisode, sachez qu'il y en a partout, tout le temps, sur le French Quarter Podcast où ça parlera des Saints à chaque fois. Et je sais que les épisodes peuvent être longs. Et voilà quoi. Donc c'est bien quand vous êtes fan des Saints et même quand vous avez envie, j'imagine que, on va dire, si t'es fan des, vous jouez qui, j'ai oublié déjà qui vous jouez en première semaine, c'est Cardinals. Cardinals. Si vous êtes fan des Cardinals et que vous avez envie d'avoir une idée de ce qu'est les Saints, vous pouvez aller écouter le podcast juste avant la week 1. Ça vous donnera une petite idée de quoi attendre à chaque fois. Et c'est en général ce qui est assez cool de faire. Je sais que PA le fait beaucoup, d'aller écouter les podcasts des franchises avant qu'ils jouent les Patriots. Sympa. Voilà. Et en tout cas, on vous remercie encore, Bertrand et John. On rappelle que vous pouvez être qu'on vous retrouve sur le French Quarter Podcast et sur Saints France. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur de votre promo, tout ce que vous voulez. John, on t'a vu. Merci d'avoir laissé la lumière allumée dans le stade.
Je suis le seul porteur de la lumière et de l'espoir des Saints actuellement. Ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. Eh, dis-toi que tu as autant de spectateurs que de victoires l'année prochaine, donc c'est bien. Oh, Tu vois, bon. regarde, t'as Les t'as deux, deux on va- personnes. Ouais. Dois-je te rappeler que tu es fan des Dolphins ou Ah, On est- ça. Mon tour viendra, t'inquiète pas. Non, Ça ben, viendra. un gros merci à vous de nous avoir invités encore une fois. C'est un plaisir. On a voulu changer un peu le line-up cette année parce que on ne s'est jamais retrouvé Bertrand et moi sur les épisodes de pré-saison. C'est cool. Vous faites un travail très quali, les gars. Bravo pour tout le parcours depuis quelques années. Vous montez en compétences et en qualité de contenu. Donc, continuez comme ça. Et encore merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir, merci pour les mots. Qu'est-ce que je peux rajouter après ça? Très compliqué, à part dire encore merci, et je ne peux être que d'accord avec John, et ça a été un chouette moment de partager cet épisode et de pouvoir parler des Saints avec vous. Et donc, encore merci. Merci pour tout ce que vous faites. Donc voilà. Bah, ça fait plaisir. Et puis, Anto, merci. Dommage que tu n'aies pas mis ton petit masque vénitien, qu'on puisse rire un petit peu. Ouais, je peux dire deux choses, s'il vous plaît, Deux choses. avant Alex. Moi, déjà, pour situer à nos auditeurs à peu près à quel moment on enregistre, je t'invite, Alex, toi et ton Olympique lyonnais, à venir dans le Bayou pour parler questions financières si vous avez besoin d'aide un petit peu, parce que apparemment, actuellement, c'est très compliqué pour vous et la Ligue 2 est là, hein, n'est-ce pas? Et Ça nous tend les bras. petit message aussi, parce que j'étais au match là, des Musketeers dimanche, le dernier dimanche là. Ah, cool. Pour savoir, pour les fans des Saints, sachez, ça a été dit par Benjamin Bernard, le 13 juillet, le prochain match des Musketeers à domicile, il y aura Demario Davis. Il a été annoncé, il viendra sur le terrain. Donc, Joli. j'invite tous les fans des Saints à venir supporter les Musketeers parce que Nice. déjà, c'est cool d'avoir une équipe en France avec cette aura-là. Et Ouais. puis, voilà, si vous voulez voir, apercevoir de loin, prenez une photo avec Demario Davis et en tout cas, essayez. Tu me chauffes. Voilà. 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 Les 4 heures de route là pour aller à Bondoufle. Et ben voilà. C'est bon, Alex, je te laisse la main. Je suis en train de déprimer sur l'OL, là, laisse-moi tranquille. Jambière. Jean-Pierre, lui il m'énerve, Jean-Pierre. je suis fâché. Ouais, c'est bien. Écoutez, prochain épisode, on parlera des 49ers qui ont eu d'autres. Comment dire, on sera encore 4, il me semble. On accueille 2 membres du Faceful Podcast. Donc, on sera aussi 4. Donc, ce sera sûrement un épisode qui fera 1h30 aussi. Et on espère que ça vous plaira. Et voilà, ça fait plaisir. Encore une fois, merci Bertrand, merci John et merci Anto d'être venu, tu vois, sur cet épisode, parler de tes Saints. Grand plaisir. Et on se retrouve pour un prochain épisode, du coup, avec les 49ers. Plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Buvez bien de l'eau tout le temps parce qu'il fait chaud. Et vive le football.